L'oracle de Nostramo avait contemplé l'instant de sa propre annihilation avant même que le premier chapitre de sa légende ne soit écrit dans les archives impériales. Le prophète guerrier désigné sous le nom de Talos portait en lui la certitude terrible de chaque jour qui le rapprocherait de sa fin, gravée dans sa conscience comme un verdict prononcé avant le procès. Cette connaissance ne constituait pas un fardeau moral, mais une corruption temporelle, une fissure dans la relation normale entre volonté et destin, qui déformait chaque décision, chaque serment, chaque geste de fraternité ou de trahison. Les visions ne lui offraient aucune échappatoire, aucune zone d'ombre où le libre arbitre pourrait encore prospérer. Elles établissaient seulement que tous ses choix, même ceux entrepris pour dévier la trajectoire, participaient mécaniquement à l'accomplissement du scénario déjà observé. La préscience avait transformé son existence en archive vivante d'événements déjà consignés, une mémoire qui précédait l'expérience, condamnant le guerrier à incarner un rôle dont il connaissait chaque réplique, sans pouvoir modifier une seule syllabe du texte prophétique. Les archives génétiques de la 8e Légion contenaient une anomalie que les Magos Biologis avaient classée non comme défaut, mais comme surspécialisation neurologique. Le patrimoine génétique hérité de Konrad Kurz ne transmettait pas seulement la capacité de combat nocturne ou l'instinct prédateur amplifié, mais une perméabilité temporelle du cortex préfrontal qui permettait aux neurones de recevoir des impressions sensorielles d'événements non encore survenus. Talos avait manifesté cette condition dès sa transformation en Astarte, lors d'un cycle de méditation chimiquement induite, où il avait observé sa propre silhouette traversée par une lame énergétique dans un corridor qu'il ne reconnaissait pas encore. L'image n'était pas symbolique ni métaphorique, mais littérale, enregistrée avec la précision clinique d'un enregistrement PICT, accompagné de données atmosphériques, de signatures thermiques, de l'odeur du lubrifiant sur les articulations de cerveau-armure et du goût métallique du sang recyclé par son système respiratoire. Cette vision constituait la première pièce d'un puzzle temporel dont chaque fragment viendrait s'ajouter au fil des décennies, construisant progressivement la chronologie complète de ses dernières secondes d'existence consciente. La préscience ne fonctionnait pas comme navigation, mais comme enfermement. Chaque décision qu'il prenait pour éviter certaines trajectoires ne faisait que confirmer l'exactitude des visions antérieures qui avaient déjà intégré ces tentatives d'évitement dans leur structure causale. Lorsqu'il avait refusé une affectation à bord du croiseur, malédiction sans nom pour échapper à une vision de combat dans ses coursives, cette décision l'avait conduit 3 années plus tard à rejoindre précisément ce vaisseau dans des circonstances qui rendaient le refus initial mécaniquement nécessaire à l'accomplissement du scénario prévu. Les visions ne prédisèrent pas l'avenir malgré ses choix, mais à travers eux, utilisant chaque acte de résistance comme composant structurel du destin observé. Cette mécanique avait progressivement érodé sa conception du libre arbitre jusqu'à la réduire à une fiction neurologique, un sentiment subjectif sans correspondance objective dans l'architecture causale de l'univers. Ses frères de bataille percevaient cette condition à travers des signes comportementaux qu'ils interprétaient comme sagesse tactique ou prudence excessive. Talos anticipait les mouvements ennemis avec une précision qui dépassait l'analyse stratégique normale, positionnant ses escouades selon des géométries qui n'avaient de sens que lorsque l'ennemi révélait effectivement les angles d'attaque prévus. Mais cette efficacité opérationnelle masquait une aliénation ontologique croissante. Il combattait aux côtés de guerriers dont il avait déjà observé la mort dans des détails qui incluaient l'expression faciale finale, les dernières paroles transmises par Vox et la température exacte du plasma qui consumerait leur armure. Cette connaissance transformait chaque conversation en rituel funéraire anticipé, chaque ordre tactique en participation consciente à l'exécution d'un programme dont il connaissait déjà tous les résultats. La fraternité devenait impossible lorsque chaque regard échangé portait le poids d'une nécrologie déjà rédigée. Le maître de guerre Sirion avait demandé une fois si les visions offraient au moins la consolation de la certitude stratégique. Talos avait répondu que la certitude était précisément le poison, car elle transformait chaque victoire en simple confirmation d'un script et chaque défaite en preuve supplémentaire de l'impuissance totale face à la mécanique temporelle. Les prophéties ne servaient aucun objectif tactique utilisable,
puisque toute action entreprise pour les exploiter était déjà intégrée dans leur structure. Il devenait spectateur de sa propre existence, exécutant des mouvements dont il connaissait déjà la chorégraphie complète sans pouvoir modifier une seule séquence. Cette condition avait des précédents dans les archives de la Légion, mais aucun guerrier affecté n'avait survécu assez longtemps pour documenter les stades avancés de l'aliénation cognitive qu'elle produisait. Les protocoles d'entraînement de la 8e Légion n'incluaient aucune procédure pour gérer les guerriers dont la perception temporelle fonctionnait à rebours. Les apothicaires avaient tenté d'isoler la région neuronale responsable des visions, mais découvert que la préscience n'émanait pas d'une zone cérébrale localisée, mais imprégnait l'ensemble du système nerveux comme une propriété distribuée. Chaque synapse portait la capacité de recevoir des impressions futures, transformant le cerveau entier en antenne temporelle dont on ne pouvait supprimer la fonction sans détruire l'identité cognitive du sujet. Les tentatives de suppression chimique avaient produit des résultats catastrophiques chez d'autres prophètes de la Légion, créant des états catatoniques où le guerrier demeurait physiquement fonctionnel mais psychologiquement absent, piégé dans une boucle d'observation de vision qu'il ne pouvait plus différencier de la réalité présente. Talos avait refusé tout traitement après avoir assisté à l'exécution miséricordieuse d'un frère de bataille dont les visions avaient fusionné avec la perception ordinaire au point de le rendre opérationnellement inutile. La structure hiérarchique de la Légion traitait la préscience comme ressource tactique plutôt que condition médicale. Les commandants sollicitaient régulièrement ses prédictions concernant les mouvements ennemis, les zones de débarquement optimales, les moments précis où les défenses adverses présentèrent des failles exploitables. Mais ces demandes ignoraient la nature fondamentalement inutile de l'information prophétique dans un univers où la causalité fonctionnait de manière circulaire. Lorsque Talos prédisait qu'une escouade devait se retirer d'une position 13 secondes avant un bombardement orbital, cette prédiction n'offrait aucun choix réel, puisque le retrait lui-même constituait un élément nécessaire de la séquence causale qui menait au bombardement. Les guerriers se retiraient, le bombardement survenait exactement comme prévu, et tous concluaient que la vision avait sauvé des vies, sans comprendre que les vies n'avaient jamais été en danger réel, car l'univers ne permettait pas de scénario alternatif. La gratitude de ses frères pour ces avertissements constituait une ironie cruelle, car elle célébrait une agence qu'ils savaient illusoire. Les rapports d'après-bataille documentaient une efficacité tactique exceptionnelle, mais omettaient de consigner le prix psychologique de cette performance. Talos avait développé une méthode de compartimentalisation mentale qui séparait la connaissance prophétique de la décision tactique immédiate, créant l'illusion fonctionnelle du choix, même en sachant que chaque option aboutirait à l'issue déjà observée. Cette dissociation cognitive permettait de maintenir la discipline opérationnelle, mais fragmentait progressivement sa cohérence identitaire. Il existait simultanément comme agent tactique prenant des décisions et comme témoin impuissant observant l'exécution d'un programme préétabli. Les philosophes impériaux auraient peut-être classé cette condition comme forme d'hérésie théologique, puisqu'elle impliquait un univers mécaniquement déterminé où même l'empereur ne pouvait altérer les événements futurs déjà inscrits dans la structure temporelle. Mais Talos n'avait jamais partagé ces implications métaphysiques avec les chapelains de la flotte, car elles auraient nécessité son exécution pour préserver la doctrine de la volonté impériale libre. La corruption de Nostramo avait produit une population habituée à vivre sous l'ombre d'une fatalité inévitable, où la violence et la trahison n'étaient pas des choix moraux, mais des fonctions sociales prédéterminées par la structure urbaine elle-même. Cette culture avait préparé les fils de Kurz à accepter le déterminisme prophétique comme état ontologique normal, plutôt que comme aberration à combattre. Les guerriers de la 8e portèrent de tous la conviction que leur destinée était fixée, que la rédemption était impossible, que chaque acte de cruauté accomplissait simplement un verdict prononcé avant leur naissance. Talos incarnait cette philosophie à un degré que ses frères ne pouvaient pleinement comprendre, car sa préscience transformait la croyance abstraite en certitude empirique, vérifiable. Il ne croyait pas au destin fixe, il l'observait directement, enregistrait ses mécanismes
avec précision sensorielle et participer consciemment à son exécution, tout en sachant que la participation elle-même était un élément requis du script observé. Les vox-enregistrements de ces conversations avec le sergent Ouzas révélaient une tension croissante entre la doctrine de la Légion et l'expérience vécue de la prescience totale. Ouzas argumentait que la connaissance du futur constituait un avantage stratégique, justifiant tous les sacrifices nécessaires pour l'obtenir. Talos répondait que la connaissance sans capacité d'altération n'était pas pouvoir mais torture raffinée, une forme de damnation où la conscience demeurait intacte, tandis que l'agence disparaissait complètement. Ces échanges n'aboutissaient jamais à une résolution car ils touchaient à des questions que la doctrine impériale interdisait d'examiner publiquement. La théologie officielle maintenait que l'empereur et ses fils primarques possédaient le libre arbitre absolu, que leurs décisions façonnaient l'histoire plutôt que d'exécuter un programme cosmique préexistant. Admettre que Kurz et ses fils voyaient des futurs inaltérables signifiait reconnaître une limite fondamentale à la souveraineté impériale, une zone où même les demi-dieux devaient obéir à des lois qu'ils ne pouvaient modifier. Cette contradiction théologique restait non résolue dans les archives officielles, classée sous sceau inquisitorial comme information potentiellement corruptrice pour la foi des troupes ordinaires. Les archives Tacticae de la flotte de la 8e Légion contenaient des anomalies statistiques que les analystes attribuaient à l'intuition exceptionnelle du primarque, sans reconnaître qu'elles démontraient l'impossibilité mathématique du hasard dans un univers prophétiquement transparent. Talos avait accès à ces dossiers et observait comment chaque campagne se déroulait exactement selon les paramètres prévus par les visions collectives des prophètes de la Légion, sans la moindre variation attribuable à l'initiative tactique ou à l'improvisation. Les commandants croyaient exercer leur jugement stratégique lorsqu'ils modifiaient les plans d'assaut en réponse aux conditions changeantes du champ de bataille, mais ces modifications elles-mêmes avaient été observées dans les visions semaines avant leur mise en œuvre. La distinction entre décision et exécution s'était effacée, laissant seulement une chaîne causale où chaque maillon se forgeait selon une géométrie déjà cartographiée par la conscience prophétique. Cette réalisation avait des implications qui s'étendaient au-delà de la tactique militaire, vers des questions concernant la nature même de la conscience et son rôle dans un cosmos où le temps fonctionnait comme structure fixe plutôt que flux ouvert. Le tech marine d'Eltrian avait proposé une hypothèse selon laquelle les visions n'observaient pas réellement le futur, mais extrapolèrent des probabilités à partir de données subliminales que le cerveau conscient ne pouvait traiter normalement. Cette théorie offrait une échappatoire philosophique car elle préservait la contingence théorique des événements malgré leur prédictibilité pratique. Talos l'avait réfuté en citant des cas où les visions incluaient des détails impossibles à extrapoler, même par computation parfaite, comme les séquences aléatoires de nombres prononcés par un serviteur dysfonctionnel 3 mois avant que ce serviteur ne soit fabriqué, ou les motifs de fractures précis dans une cloison structurelle causée par un impact de météorite, dont la trajectoire ne pouvait être calculée à partir des conditions initiales observables. Les visions ne calculaient un pas, elles observaient directement, établissant une connexion informationnelle avec des événements situés dans le futur chronologique, comme si la distance temporelle ne constituait aucun obstacle à la perception sensorielle. Deltrian n'avait pas répondu à cette réfutation, ajoutant simplement le dossier aux archives scellées des phénomènes inexpliqués que le Mechanicus préférait classer plutôt qu'investiguer. La relation entre Talos et le capitaine Malcharion s'était détériorée lorsque le prophète avait révélé avoir observé la mort du capitaine lors d'un abordage qui surviendrait dans 14 mois standard. Malcharion avait exigé des détails tactiques permettant d'éviter ce destin, mais Talos avait expliqué que chaque tentative d'évitement documentée dans l'histoire de la Légion avait mécaniquement produit les conditions nécessaires à l'accomplissement de la vision originale. Modifier le plan d'abordage ne ferait que déplacer les variables superficielles tout en préservant le résultat final, car les visions ne montraient pas un futur possible parmi d'autres, mais le seul futur cohérent avec la structure causale totale de l'univers. Malcharion avait interprété cette explication comme défaitisme ou lâcheté déguisée en fatalisme philosophique, accusant Talos de justifier son refus d'agir
en invoquant une théorie métaphysique invérifiable. L'accusation contenait une erreur fondamentale, car elle supposait que Talos choisissait de ne pas agir, alors que la préscience démontrait que même les actes de résistance les plus déterminés fonctionnaient comme composants nécessaires du scénario prophétisé. La tension entre eux n'avait jamais été résolue, car elle touchait à la question centrale que la Légion refusait d'examiner ouvertement. Si le futur était fixe, quelle signification restait-il au concept de devoir ou d'honneur martial? Les protocoles de méditation imposés par les chapelains incluaient des exercices destinés à fortifier la volonté contre la corruption du warp. Mais Talos avait découvert qu'ils aggravaient la clarté de ses visions, plutôt que de les atténuer. L'entraînement psychique standard assumait que la conscience devait résister aux influences externes, mais la préscience ne provenait pas d'une source externe qu'on pouvait bloquer par discipline mentale. Elle émanait de la structure même de sa neurologie génétiquement modifiée, inscrite dans son patrimoine génétique comme capacité héréditaire inextricable de son identité biologique. Chaque exercice de concentration mentale ne faisait qu'affiner sa réception des impressions futures, augmentant la résolution des détails observés et étendant la portée temporelle des visions. Il avait cessé de participer aux séances collectives, après avoir reçu, pendant une méditation de routine, une vision complète de sa propre agonie finale qui durait subjectivement plusieurs minutes, alors que l'événement réel n'occuperait que quelques secondes objectives. L'expérience avait démontré que la conscience prophétique pouvait dilater le temps subjectif, transformant un instant de mort en éternité, vécu d'avance, multipliant la souffrance par anticipation répétée. Les serviteurs scribes qui maintenaient les journaux de bord personnels des Astartes avaient reçu instruction de ne pas consigner les contenus des visions prophétiques, classant ces informations sous protocole de confidentialité tactique. Cette censure officielle reflétait la reconnaissance implicite par le commandement que la préscience totale constituait une menace pour la cohésion idéologique de la Légion. Si les guerriers ordinaires comprenaient pleinement que leurs camarades prophètes observaient des futurs inaltérables où la rébellion, la corruption et la damnation étaient déjà accomplies, la discipline s'effondrerait sous le poids du nihilisme absolu. Les prophètes devaient donc porter leur connaissance en silence, transformés en gardiens d'une vérité cosmique que personne d'autre ne pouvait supporter sans perdre la capacité fonctionnelle de combattre. Talos avait violé cette directive une seule fois, en révélant à un apothicaire junior nommé Variel l'exactitude totale avec laquelle il avait observé les 17 dernières batailles de la compagnie, incluant des détails comme le nombre précis de cartouches Bolter tirées et les microsecondes intervalles entre les impacts. Variel avait classé le témoignage comme manifestation de stress post-traumatique sévère, nécessitant observation psychiatrique, incapable d'accepter que la réalité elle-même fonctionnait selon des principes qui abolissaient la contingence au niveau fondamental. Le paradoxe central de l'existence de Talos résidait dans l'obligation de continuer à performer des décisions tactiques, tout en sachant qu'elle ne possédait aucune substance réelle en tant que choix. Les autres officiers attendèrent de lui qu'il évalue des options, recommande des stratégies, argumente pour certaines approches contre d'autres, participant au rituel collectif de la délibération militaire, comme si les conclusions n'étaient pas déjà déterminées. Il avait développé une méthode de participation qui mimait le processus décisionnel, sans jamais révéler que chaque argument qu'il présentait, chaque objection qu'il soulevait, chaque recommandation qu'il formulait, avait déjà été observé dans les visions comme élément nécessaire de la séquence, conduisant à l'issue prédéterminée. Cette performance consommait une énergie cognitive considérable, car elle exigeait de maintenir simultanément deux cadres de référence incompatibles. Celui du participant engagé dans une délibération authentique et celui du témoin observant l'exécution mécanique d'un script. La dissociation produite par cette double conscience générait des symptômes que les apothicaires auraient classés comme schizophrénie fonctionnelle si les résultats tactiques n'avaient pas constamment validé l'utilité opérationnelle de sa condition fragmentée. Les certitudes accumulées dans l'esprit de Talos formaient une chronologie inversée où les conséquences précédaient leurs causes dans l'ordre de leur découverte, sinon dans leur séquence objective. Il connaissait l'emplacement de cicatrices qui marqueraient son armure dans 3 années avant de comprendre quelle bataille les produirait,
identifiait des voies de frères de bataille qu'il n'avait pas encore rencontrées, criant des avertissements tactiques dans des corridors dont la construction n'était pas commencée, portait la mémoire sensorielle de douleurs provenant de blessures qui n'avaient pas encore été infligées par des ennemis dont il ignorait encore l'existence. Cette accumulation créait une archive mentale structurée à l'envers par rapport à l'expérience humaine normale, où le savoir se construisait traditionnellement du passé vers le futur à travers l'apprentissage progressif. Pour lui, la connaissance arrivait dans l'ordre opposé, débutant avec les conclusions finales et se remplissant graduellement des étapes intermédiaires, transformant chaque jour vécu en simple confirmation de fragments prophétiques déjà enregistrés. Les lexicanomes qui étudiaient les phénomènes psychiques auraient peut-être classifié cette inversion comme forme de corruption temporelle du processus mémoriel lui-même, une pathologie où la conscience perdait son orientation causale normale et commençait à fonctionner selon une logique rétrocausale incompatible avec la santé cognitive. Le sergent Mercutien avait été le premier à remarquer que Talos ne réagissait jamais avec surprise authentique aux événements tactiques, même ceux qui auraient dû constituer des développements imprévisibles selon l'analyse standard. Une embuscade parfaitement dissimulée, un dysfonctionnement critique de système survenant sans avertissement préalable, l'arrivée inattendue de renforts ennemis dans un secteur théoriquement sécurisé. Aucune de ces situations ne produisait chez lui la réponse physiologique d'alarme que les moniteurs biomédicaux détectaient invariablement chez les autres guerriers. Mercutien en avait conclu initialement que Talos possédait simplement un contrôle émotionnel supérieur résultant d'un conditionnement psychologique exceptionnel. Mais les observations répétées révélaient quelque chose de plus fondamental qu'une discipline acquise. Talos ne supprimait pas sa réaction de surprise. Il n'en éprouvait littéralement aucune, car chaque événement qu'il rencontrait avait déjà été vécu cognitivement à travers la vision prophétique. La nouveauté objective d'une situation ne générait aucune nouveauté subjective correspondante, réduisant l'expérience vécue à une répétition de phénomènes déjà catalogués. Mercutien avait consigné cette observation dans un rapport médical qui avait été immédiatement scellé par ordre du capitaine de compagnie, ajoutant une nouvelle strate au silence institutionnel entourant les implications totales de la prescience héréditaire. Les rares guerriers de la Légion qui partageaient sa condition à un degré comparable évitaient systématiquement les interactions prolongées entre eux, comme si la reconnaissance mutuelle de leur état aggravait l'isolement ontologique qu'ils produisaient. Talos avait rencontré le prophète Rouven lors d'un conseil tactique et identifié immédiatement dans ses patterns de communication la même structure temporellement inversée qui caractérisait sa propre cognition. Ils avaient échangé exactement 4 phrases avant d'interrompre simultanément la conversation, reconnaissant tous deux qu'elle ne servirait aucun objectif, car chacun avait déjà observé dans ses visions le contenu complet de tous les dialogues futurs qu'ils auraient jamais ensemble. Continuer à parler aurait constitué une simple performance sans substance communicative réelle, un théâtre où chaque réplique aurait été prononcée uniquement parce qu'elle devait l'être pour accomplir la séquence prophétisée. Cette reconnaissance mutuelle de leurs conditions n'avait généré aucune fraternité basée sur l'expérience partagée, mais plutôt une répulsion instinctive, comme si la présence d'un autre prophète amplifiait la conscience insupportable de vivre à l'intérieur d'un mécanisme cosmique dont on ne pouvait ni s'extraire ni ignorer le fonctionnement. La doctrine tactique de la 8e Légion valorisait la terreur psychologique comme arme primaire, employant la cruauté calculée pour briser la résistance ennemie avant même l'engagement cinétique direct. Talos accomplissait ses actes avec une efficacité qui impressionnait ses supérieurs, mais qui découlait d'une source différente de celle qu'ils imaginaient. Ses frères de bataille exécutaient les protocoles de terreur en croyant qu'ils choisissaient ces méthodes pour leur efficacité tactique supérieure, portant une responsabilité morale pour des actes qu'ils justifiaient par nécessité militaire. Talos infligeait les mêmes atrocités en sachant qu'il n'exerçait aucun choix dans leur exécution, qu'il fonctionnait simplement comme instrument d'un futur déjà fixé, qui exigeait précisément ces violations spécifiques à ces moments particuliers. Cette différence transformait la nature morale de ces actions d'une manière que la théologie impériale n'avait aucun vocabulaire pour articuler.
Si un guerrier commettait des atrocités parce qu'il les avait vues dans une vision prophétique inaltérable, portait-il une culpabilité morale équivalente à celui qui les choisissait librement? La question n'avait jamais été formellement examinée par les autorités doctrinales, car elle impliquait d'admettre l'existence d'agents moraux dépourvus de libre arbitre, une catégorie que l'anthropologie impériale refusait de reconnaître. Les périodes entre les visions majeures constituaient les seuls moments où Talos pouvait maintenir l'illusion psychologique d'une existence normale, bien que cette normalité soit elle-même compromise par la connaissance qu'elle serait inévitablement interrompue par la prochaine révélation prophétique. Il avait développé des routines destinées à occuper sa conscience avec des détails tactiques immédiats. Maintenant, l'entraînement au combat, la révision des manifestes d'armement, les inspections de peloton, tout ce qui pouvait créer un présent artificiel détaché temporairement de la trajectoire prophétique connue. Ces efforts échouaient systématiquement car même les détails les plus triviaux de la routine quotidienne contenaient des éléments qui déclenchaient la reconnaissance de fragments visionnaires précédemment observés. Le motif d'usure sur une plaque d'armure correspondait à une image entrevue 3 ans auparavant. La configuration précise d'une formation de combat reproduisait une géométrie aperçue dans un flash prophétique. La cadence d'un rapport Vox déclenchait la mémoire d'une communication future enregistrée dans ses visions. L'accumulation de ces correspondances transformait progressivement chaque instant présent en simple confirmation de prédictions antérieures, effaçant la distinction entre expérience nouvelle et vérification prophétique, jusqu'à ce que toute son existence devienne une longue séquence de reconnaissance plutôt que de découverte. Le jour où Talos avait reçu la vision complète des circonstances entourant la destruction de Nostramo marquait un point de fracture dans sa relation avec le concept de justice ou de châtiment mérité. Il avait observé la mort de son monde d'origine sous le bombardement ordonné par le primarque, vu les cités s'embraser sous les torpilles cycloniques, entendu les dernières transmissions des habitants condamnés, ressenti à travers la connexion visionnaire la signature psychique collective de milliards de consciences s'éteignant simultanément. Cette vision incluait la connaissance que la destruction était justifiée par la corruption totale de Nostramo, que le monde était devenu irrécupérable, que son annihilation constituait un acte de miséricorde cosmique autant qu'un châtiment. Mais elle incluait également la certitude que cette destruction était fixée depuis toujours, que Nostramo avait été condamné avant même la naissance de son primarque, que toute l'histoire de corruption et de dégénérescence n'était que l'accomplissement mécanique d'un verdict prononcé à l'instant de la création du monde. Les concepts de culpabilité et d'expiation perdirent leur signification lorsqu'appliqués à une séquence d'événements qui ne pouvaient se dérouler autrement, transformant ce qui aurait dû être une tragédie morale en simple observation d'un processus déterministe, s'accomplissant selon sa logique interne inévitable. Les enregistrements neurologiques effectués par l'apothicaire Tarantus documentaient une dégradation progressive des structures cérébrales responsables de la distinction entre souvenir et anticipation, comme si la prescience chronique érodait les mécanismes cognitifs permettant normalement d'orienter la conscience dans le temps. Les scans révélaient que les régions hippocampales de Talos, traditionnellement associées à l'encodage des expériences passées, présentaient des patterns d'activation identiques lorsqu'il accédait à des visions futures, suggérant que son cerveau traitait les événements prophétisés avec les mêmes protocoles neuronaux utilisés pour les mémoires authentiquement vécues. Cette convergence fonctionnelle expliquait pourquoi il éprouvait une difficulté croissante à séparer ce qui était déjà survenu de ce qui surviendrait, les deux catégories temporelles fusionnant dans une masse indifférenciée d'informations factuelles sur des événements certains. Tarantus avait proposé une intervention chirurgicale pour restaurer la séparation fonctionnelle entre les systèmes mémoriels, mais les simulations informatiques démontraient que toute modification structurelle détruirait simultanément la capacité prophétique et l'intégrité cognitive de base, transformant le sujet en coquille biologique sans conscience cohérente. Le rapport concluait que la condition était irréversible et se dégraderait inévitablement jusqu'à un effondrement terminal de la cohérence temporelle subjective. La campagne contre les séparatistes de Golgoth avait fourni une démonstration empirique des limites opérationnelles de la prescience
lorsque Talos avait prédit avec exactitude le site d'une embuscade majeure, mais découvert que cette connaissance n'offrait aucun avantage tactique exploitable. Les visions montraient la position ennemie, la composition des forces, le timing précis de l'attaque, mais également la réponse exacte que les forces impériales adopteraient, incluant toutes les contre-mesures apparemment improvisées qui seraient déployées. Il savait que l'escouade Tertius subirait 87% de pertes malgré l'avertissement préalable, que le sergent Keval mourrait précisément 18 secondes après le début de l'engagement même, en connaissant la source du tir fatal, que la contre-attaque impériale réussirait finalement, mais au coup exact, prédit par la vision originale. Informer le commandement de ces détails ne modifierait rien, car l'information elle-même était un composant nécessaire du scénario prophétisé, un élément qui devait être communiqué exactement comme prévu pour que la séquence s'accomplisse selon sa géométrie inaltérable. Le capitaine Malek avait reçu l'avertissement, modifié le déploiement selon des critères qui lui semblaient tactiquement rationnels, et observé ensuite chaque prédiction se réaliser avec une précision qui validait la vision, tout en démontrant l'impuissance totale de la connaissance prophétique face à la mécanique causale. L'archiviste Velkona avait tenté d'expliquer le phénomène en invoquant la théorie de la prédestination psychique développée par certaines écoles du Mechanicus, selon laquelle l'univers matériel existait comme projection temporelle d'une matrice informationnelle située dans l'immatérium, où passé et futur coexistaient simultanément. Dans ce modèle, les prophètes n'observaient pas réellement des événements futurs, mais accédaient à la matrice atemporelle où toute l'histoire universelle était déjà encodée comme structure informationnelle complète. Talos avait rejeté cette théorisation, non parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle ne changeait rien à l'expérience vécue de l'impuissance prophétique. Que les visions proviennent d'une connexion avec le futur chronologique ou d'un accès à une matrice atemporelle ne modifiait pas le fait fondamental qu'elles documentaient des événements inaltérables qui s'accompliraient indépendamment de toute intervention basée sur leur connaissance anticipée. Velkona avait insisté que comprendre les mécanismes métaphysiques pourrait révéler des points de levier où l'intervention devenait possible, mais 3 décennies d'expérience avaient convaincu Talos que ces points n'existaient pas, que chaque apparente opportunité d'altération se révélait être un autre composant du système déterministe qu'on cherchait à modifier. Les relations avec les mortels de l'équipage de la flotte devenaient progressivement impossibles à maintenir, lorsque Talos connaissait d'avance non seulement leur mort, mais les décennies de service ordinaire qui la précéderaient. Il observait un jeune aspirant nouvellement affecté et possédait immédiatement l'archive complète de sa carrière future, incluant les promotions qu'il recevrait, les erreurs qui le marqueraient, la maladie dégénérative qui commencerait à se manifester dans 12 années, et l'accident de maintenance qui terminerait finalement son existence à l'âge de 43 ans standard. Cette connaissance transformait chaque interaction en participation consciente à une biographie déjà écrite, où même les conversations apparemment spontanées suivaient un script prophétiquement documenté. L'aspirant croyait forger une relation avec son supérieur Astartes, à travers le mérite et la dévotion progressive, ignorant que chaque geste de respect qu'il offrirait, chaque rapport qu'il soumettrait avec soin exceptionnel, chaque moment de bravoure sous le feu avait déjà été observé et catalogué dans la mémoire prophétique de celui qu'il cherchait à impressionner. Talos portait le fardeau de cette asymétrie informationnelle en silence, incapable de révéler qu'il connaissait l'intégralité d'une vie avant que cette vie ne commence à se déployer dans le temps objectif. Le concept de sacrifice volontaire perdait sa signification morale lorsqu'examiné à travers le prisme de la certitude prophétique absolue. Les archives de la Légion célébrèrent les guerriers qui avaient donné leur vie pour accomplir des objectifs tactiques critiques, traitant ces morts comme actes de bravoure, méritant commémoration et honneur. Mais Talos connaissait les circonstances exactes de plusieurs de ces sacrifices futurs, incluant les siens propres, et cette connaissance révélait qu'aucun choix réel n'avait jamais existé dans ces moments. Le guerrier qui se jetterait sur une grenade pour protéger ses frères croyait exercer son libre arbitre dans un instant de courage suprême. Mais la décision était déjà inscrite dans la structure causale de l'univers, observable dans les visions prophétiques comme fait accompli
avant même que les circonstances produisant l'opportunité du sacrifice ne soient mises en place. L'héroïsme se réduisait à l'exécution involontaire d'un programme comportemental prédéterminé, et la gloire militaire devenait la célébration d'une mécanique plutôt que d'une vertu. Cette réalisation aurait détruit le moral de la Légion si elle avait été largement comprise, raison pour laquelle les prophètes maintenaient leur silence, même lorsque ce silence les isolait complètement de toute communauté morale authentique avec leurs frères de bataille. La visite du primarque Kurz à bord du vaisseau de la 8e avait exposé Talos à la manifestation la plus avancée de la condition prophétique, démontrant ce que des siècles de visions accumulées produisaient dans une conscience capable de les contenir sans effondrement immédiat. Le primarque ne parlait plus en réponse aux situations présentes, mais récitait des fragments de dialogues futurs, sans égard pour leur pertinence contextuelle immédiate. Son esprit apparemment incapable de maintenir l'ancrage dans le moment actuel face à la pression cognitive de milliers de futurs simultanément observés. Il prononçait des jugements sur des trahisons qui ne seraient commises que dans des décennies, pleurait des pertes qui n'avaient pas encore été subies, argumentait contre des objections que personne n'avait formulées, mais que quelqu'un formulerait inévitablement dans des circonstances futures précisément prévues. Les autres primarques interprétaient ce comportement comme folie progressive, mais Talos reconnaissait la logique interne d'une conscience qui avait perdu complètement la capacité de privilégier le présent chronologique par rapport au futur prophétiquement certain. Kurz vivait simultanément dans tous les moments de sa chronologie personnelle, sans hiérarchie temporelle, distinguant ce qui était déjà survenu de ce qui surviendrait, transformé en observateur prisonnier d'une ligne temporelle qu'il parcourait dans toutes les directions à la fois sans pouvoir se fixer dans aucun instant particulier. Cette rencontre avait révélé à Talos le terminus inévitable de sa propre trajectoire cognitive, le stade final où la prescience détruirait entièrement sa capacité à fonctionner comme agent cohérent dans le temps linéaire. Les journaux intimes, que Talos maintenait en violation des protocoles de sécurité opérationnelle, documentaient une tentative désespérée de préserver une distinction fonctionnelle entre l'identité qui vivait les événements et celle qui les avait déjà observés. Il écrivait quotidiennement des récits détaillés d'expériences récentes en s'interdisant délibérément toute référence aux visions correspondantes, créant une archive narrative qui prétendait à l'ignorance prophétique même lorsque chaque phrase formulée décrivait un événement qu'il avait anticipé avec exactitude parfaite. Cette fiction littéraire servait de mécanisme de préservation psychologique, permettant de maintenir l'apparence subjective d'une vie vécue dans l'incertitude malgré la certitude objective qui imprégnait chaque instant. Les récits adoptaient délibérément un ton de découverte progressive, simulant la surprise face au développement tactique, exprimant des doutes sur les décisions à venir, questionnant les motivations de ses frères de bataille, comme si leurs actions futures n'étaient pas déjà cataloguées dans sa mémoire prophétique. Cette performance textuelle ne trompait personne d'autre que lui-même, mais même cette autodéception partielle offrait un répit temporaire contre la conscience écrasante de vivre à l'intérieur d'un récit dont il connaissait déjà chaque ligne jusqu'à la conclusion finale. Le chapelain Xarl avait découvert ces journaux lors d'une inspection de quartier et les avait confisqués comme matériel potentiellement hérétique, nécessitant examen doctrinal. L'interrogatoire qui suivit ne cherchait pas à établir les faits de la prescience, déjà documentés dans les dossiers médicaux officiels, mais à déterminer si Talos maintenait une loyauté idéologique authentique envers l'impérium malgré sa condition. Xarl argumentait que la connaissance d'un futur fixe constituait une forme de gnose corruptrice qui minait les fondements théologiques de la foi impériale, laquelle exigeait la croyance en un univers où la volonté humaine et divine pouvait façonner les événements à travers la dévotion et le sacrifice. Talos avait répondu que la loyauté ne dépendait pas de l'illusion du libre arbitre, mais pouvait exister comme engagement à accomplir son rôle assigné dans un ordre cosmique prédéterminé, exactement comme les serviteurs mécaniques exécutèrent leur programmation sans possibilité de déviation,
mais sans pour autant cesser de servir leur fonction désignée. Cette analogie avait profondément troublé Xarl, car elle impliquait que les Astartes, ces soi-disant anges de la mort dotés de volonté surhumaine, ne différaient fondamentalement pas des automates dépourvus de conscience, tous deux exécutant simplement des séquences comportementales inscrites dans leur nature constitutive. L'entretien s'était terminé sans résolution formelle. Les journaux retournaient avec ordre de cesser leur tenue, directive que Talos savait d'avance qu'il violerait car les visions montraient clairement qu'il continuerait à écrire jusqu'à exactement 23 jours avant sa mort. La corruption progressive du système de croyances personnelles sous la pression de la certitude prophétique ne suivait aucun schéma prédit par les modèles doctrinaux de l'apostasie. Talos ne rejetait pas la divinité de l'empereur, ni ne questionnait la légitimité de l'impérium, mais développait plutôt une théologie privée, où ces institutions existaient comme éléments nécessaires d'un ordre cosmique totalement déterminé qui n'admettait aucune intervention miraculeuse capable d'altérer les trajectoires prophétiquement établies. L'empereur possédait, selon cette vision, un pouvoir absolu, sauf là où cela comptait réellement, incapable de modifier les événements futurs déjà inscrits dans la structure temporelle, malgré sa puissance théoriquement illimitée dans le domaine matériel. Cette limitation ne diminuait pas sa divinité mais la redéfinissait, transformant l'empereur d'un dieu interventionniste en un dieu architecte qui avait établi les lois universelles à l'origine, mais ne pouvait ensuite les violer, sans détruire la cohérence de la création elle-même. Cette théologie contournait techniquement l'hérésie formelle, puisqu'elle maintenait la vénération de l'empereur, mais elle vidait cette vénération de toute signification pratique en niant la possibilité de la grâce divine, du miracle ou de toute réponse divine aux prières qui pourrait altérer des destins prophétiquement certains. Talos n'avait jamais articulé cette théologie à voix haute, car il savait que les chapelains la condamneraient immédiatement comme hérésie sophistiquée, peut-être plus dangereuse que le rejet franc de la foi, car elle utilisait le vocabulaire de la dévotion pour enseigner le désespoir métaphysique. Les rares moments de communication authentique avec d'autres prophètes de la Légion, révélant que chacun avait développé indépendamment des mécanismes de survie psychologique différents face à la même réalité ontologique. Le prophète Atreus avait adopté une philosophie d'acceptation stoïque, traitant les visions comme responsabilité sacrée plutôt que malédiction, maintenant que l'observation prophétique constituait un privilège théologique justifiant tous les tourments qu'elle infligeait. Le prophète Shen avait choisi l'inverse, cultivant une rage permanente contre l'univers lui-même pour son refus d'offrir la moindre zone de contingence authentique, transformant chaque acte de violence en protestation métaphysique contre un cosmos qui emprisonnait la conscience dans des trajectoires inaltérables. Talos lui-même occupait une position intermédiaire, ni acceptation, ni rébellion, mais une forme d'observation clinique détachée, documentant sa propre existence comme s'il étudiait un spécimen biologique intéressant dont le comportement méritait enregistrement précis, sans jugement émotionnel. Ces stratégies différentes ne reflétaient aucun choix réel puisque les visions montraient que chaque prophète adopterait exactement l'approche psychologique que sa nature constitutive rendait inévitable. Mais maintenir l'illusion du choix même dans les réponses psychologiques à l'absence de choix servait une fonction de préservation de la santé mentale minimale nécessaire au fonctionnement opérationnel. La bataille de Tsagualsa avait forcé Talos à confronter directement la question de savoir si la connaissance prophétique créait une obligation morale d'avertir ceux dont il observait la mort imminente. Il avait vu le sergent Varrak tomber sous le feu de plasma Xenos dans un corridor spécifique après avoir tourné à gauche à une intersection plutôt qu'à droite. La vision incluant le détail que tourner à droite le conduirait dans une embuscade différente qui tuerait les 3 guerriers l'accompagnant au lieu de lui seul. La connaissance de ces 2 futurs alternatifs semblait offrir un choix tactique authentique, une bifurcation causale où l'intervention pourrait sauver des vies nettes même si elle ne pouvait empêcher toute mort. Mais un examen plus approfondi de la vision révélait que les 3 guerriers qui mouraient dans le scénario alternatif accompliraient avant leur mort des actions tactiques critiques qui permettraient la survie d'une 12aine d'autres dans une section différente du champ de bataille, alors que Varrak
seul n'accomplirait rien d'équivalent avant sa mort. Les visions ne montraient pas deux futurs possibles, mais deux segments d'un futur unique où l'apparence de choix masquait une équation de pertes optimisée qui s'accomplirait indépendamment de la décision prise à l'intersection. Talos n'avait rien dit, observant Varak tourner à gauche exactement comme prévu et portant ensuite le poids moral d'une non-intervention qui était elle-même un composant nécessaire du scénario optimal prophétiquement établi. L'accumulation de ces incidents où la connaissance prophétique n'offrait aucune capacité d'améliorer les résultats avait graduellement transformé la prescience d'un potentiel avantage tactique en simple fardeau cognitif, sans compensation fonctionnelle. Les commandants continuaient à consulter Talos pour ses prédictions, mais lui comprenait maintenant que ces consultations ne servaient qu'à maintenir le rituel institutionnel de la planification stratégique, donnant aux officiers l'impression de contrôle tactique alors qu'ils exécutaient simplement des séquences comportementales prophétiquement documentées. Il fournissait les informations demandées avec précision clinique, observait les décisions qui en découlaient et vérifiait ensuite que ces décisions correspondaient exactement aux prédictions, fermant la boucle causale qui démontrait que l'information prophétique ne modifiait rien mais participait simplement à l'accomplissement mécanique du futur qu'elle décrivait. Cette circularité aurait dû constituer une preuve empirique de la nature totalement déterministe de l'univers. Mais les autres officiers l'interprétaient comme validation de l'utilité tactique des prophéties, incapables ou refusant de reconnaître que l'utilité apparente masquait une impuissance fondamentale qui s'étendait même aux efforts conscients d'exploiter la connaissance prophétique pour altérer les résultats. Les modifications apportées au protocole d'engagement de la compagnie, suite aux recommandations prophétiques de Talos, documentaient un paradoxe que les analystes tacticae refusaient d'examiner systématiquement. Chaque ajustement stratégique basé sur ces visions améliorait les performances mesurables selon les métriques standards d'efficacité de combat, réduisant les pertes, accélérant les taux d'élimination ennemis, optimisant l'utilisation des munitions et du carburant. Mais ces améliorations n'existaient que relativement à des scénarios hypothétiques qui n'auraient jamais pu se produire, puisque les visions ne montraient pas ce qui arriverait sans intervention prophétique, mais uniquement ce qui arriverait dans l'univers réel où l'intervention prophétique constituait déjà un élément intégré de la séquence causale. Les gains tactiques célébrés par le commandement représentaient donc des comparaisons avec des alternatives fictives plutôt que des améliorations authentiques par rapport à une baseline objective. Talos avait tenté d'expliquer cette distinction au maître tacticien Kellenvar, argumentant que l'efficacité prophétiquement guidée ne démontrait aucune supériorité réelle, puisqu'il n'existait aucun univers de référence où les mêmes batailles se déroulaient sans guidance prophétique. Kellenvar avait rejeté l'argument comme sophistique philosophique sans pertinence opérationnelle. Maintenant que les résultats mesurables justifiaient l'exploitation continue des capacités prophétiques, indépendamment des questions métaphysiques concernant la nature du contrefactuel. Cette réponse illustrait l'échec institutionnel à comprendre que la valeur tactique de la préscience était elle-même une illusion produite par l'incapacité conceptuelle à imaginer des alternatives causales dans un univers où seul un futur unique pouvait s'actualiser. Le transfert vers le croiseur de bataille Covenant of Blood avait introduit Talos à une nouvelle strate de prophètes dont les visions formaient une architecture collective qui dépassait la somme de ses composants individuels. Les 7 prophètes assignés au vaisseau découvraient que leurs visions s'entrelaçaient, chacun observant des segments temporels différents du même futur qui se révélaient complémentaires lorsque assemblés correctement. Cette fragmentation suggérait que la préscience ne fonctionnait pas comme capacité individuelle, mais comme accès distribué à une structure informationnelle unique qui se manifestait à travers de multiples consciences simultanément. Les tentatives d'assembler ces fragments en chronologie unifiée révélaient des patterns troublants où certains événements critiques n'apparaissaient dans aucune vision individuelle, comme si la structure prophétique contenait délibérément des lacunes qui empêchaient toute conscience unique d'accéder à la totalité
du futur. Ces zones aveugles coïncidaient systématiquement avec des moments de décision apparente où l'illusion du choix devait être maintenue pour que les acteurs accomplissent leur rôle assigné sans la paralysie cognitive que produirait la connaissance totale. L'architecture prophétique elle-même semblait donc conçue pour préserver juste assez d'ignorance pour permettre le fonctionnement psychologique minimal nécessaire à l'exécution du script cosmique. L'apothicaire Variel avait proposé une expérience contrôlée, où Talos serait isolé sensoriellement et maintenu inconscient de tout développement tactique pendant une période prolongée, testant si les visions continueraient à prédire avec exactitude des événements dont il n'aurait aucune connaissance consciente, permettant d'influencer leur déroulement. L'hypothèse était que si la préscience fonctionnait réellement comme observation de futurs fixes, plutôt que comme extrapolation subconsciente, elle devrait maintenir sa précision même en l'absence de tout canal par lequel l'information prophétique pourrait affecter causalement les événements prédits. Talos avait accepté le protocole, était placé en stase médicale pendant 47 jours standards et enregistré à son réveil 19 visions majeures survenues pendant la période d'inconscience qui prédisait des batailles, des transferts de personnel, des dysfonctionnements techniques et des incidents disciplinaires. La vérification ultérieure confirmait que chaque prédiction correspondait avec exactitude aux événements réellement survenus durant sa stase, y compris des détails impossibles à extrapoler, même par computation parfaite des conditions initiales connues avant l'isolation. Le résultat validait empiriquement la nature véritablement précognitive des visions, tout en démontrant simultanément leur inutilité tactique fondamentale, puisque la connaissance acquise pendant l'inconscience n'avait pu influencer aucun des événements observés, prouvant que la précision prophétique existait indépendamment de toute boucle causale où l'information pourrait modifier les résultats prédits. Les sessions d'entraînement en simulation tactique révélaient une détérioration progressive de la capacité de Talos à générer des réponses improvisées aux situations tactiques imprévues. Les scénarios virtuels conçus pour tester l'adaptation rapide à des développements chaotiques produisaient chez lui des temps de réponse anormalement longs, car son esprit cherchait automatiquement dans l'archive prophétique avant de formuler des décisions, attendant une correspondance avec des visions existantes qui ne venaient jamais, puisque les simulations créaient délibérément des conditions impossibles dans la réalité future. Cette dépendance croissante à la préscience comme système de référence primaire pour la prise de décision démontrait que les capacités de jugement tactique ordinaires s'atrophiaient par non-utilisation, remplacées par un simple processus de correspondance entre situations présentes et visions archivées. Les instructeurs notaient cette dégradation avec inquiétude car elle suggérait que l'utilité opérationnelle à long terme des prophètes déclinait inversement à leur expérience prophétique accumulée, produisant un cycle où les guerriers devenaient progressivement incapables de fonctionner efficacement dans les rares situations non couvertes par leur vision. Talos reconnaissait cette détérioration en lui-même, mais ne pouvait la corriger car tenter délibérément d'ignorer l'information prophétique disponible pour exercer le jugement ordinaire créait des conflits cognitifs qui paralysaient complètement la prise de décision, le piégeant entre deux modes incompatibles de traitement de l'information tactique. La rencontre avec l'inquisiteur Vrasten durant la campagne de purge sur Gange 7 avait exposé Talos au regard externe de l'Ordo Hereticus sur le phénomène de la préscience héréditaire. Vrasten classifiait les prophètes de la 8e non comme bénédiction génétique, mais comme vecteur de corruption temporelle, dont l'existence même constituait une menace à l'intégrité causale de l'univers matériel. Son argumentaire théologique maintenait que la préscience violait les lois naturelles établies par l'empereur lors de la création, créant des boucles d'informations rétrocausales qui permettaient au warp de contaminer le flux temporel normal avec des fragments de futur qui ne devraient pas être accessibles aux consciences matérielles. Chaque vision prophétique fonctionnait selon cette théorie comme petite déchirure dans le tissu causal permettant aux influences chaotiques de s'infiltrer dans le présent, déguisées en connaissance légitime du futur. Vrasten recommandait l'extermination systématique de tous les porteurs de cette capacité
pour prévenir l'accumulation de dommages temporels qui finiraient par permettre au Warp de submerger complètement la chronologie matérielle. Talos avait écouté cette condamnation avec un détachement clinique, reconnaissant qu'elle contenait peut-être une vérité théologique que sa propre perspective compromise ne pouvait évaluer objectivement, mais notant également que Vrasten ne comprenait pas que l'extermination des prophètes ne réparerait aucun dommage temporel, car ces dommages étaient déjà inscrits dans la structure du passé, présent et futur, comme faits accomplis qui précédaient la naissance de tout prophète individuel. L'invasion progressive des visions dans les états de sommeil avait transformé même le repos en extension de la conscience prophétique, effaçant la dernière zone de refuge psychologique où Talos pouvait temporairement échapper à la connaissance du futur. Les cycles de sommeil paradoxal, qui servaient normalement à consolider les mémoires et traiter les expériences émotionnelles, étaient détournés pour recevoir de nouvelles impressions prophétiques, transformant les rêves en sessions d'archivage de futurs additionnels. Il se réveillait souvent avec la connaissance fraîche d'événements qui surviendraient dans des décennies, visions reçues durant un sommeil qui ne fournissait plus aucune récupération cognitive réelle. Les moniteurs médicaux documentèrent une fragmentation progressive des patterns de sommeil, avec des périodes croissantes où l'activité cérébrale ne correspondait ni au sommeil ni à l'éveil, mais à un troisième état où la conscience demeurait partiellement active tout en recevant simultanément des données prophétiques. Cette condition hybride produisait une fatigue cognitive cumulative qu'aucune période de repos ne pouvait soulager, car le repos lui-même était devenu vecteur d'accumulation prophétique supplémentaire. L'apothicaire en chef avait proposé l'induction chimique de coma profond périodique pour forcer l'interruption temporaire de la réception prophétique. Mais les simulations neurologiques suggéraient que la conscience prophétique persisterait même durant le coma, simplement isolée de la conscience ordinaire sans être véritablement suspendue, accumulant des visions durant l'inconscience qui submergeraient ensuite le sujet lors du réveil avec une surcharge informationnelle potentiellement létale. Les protocoles de confidentialité entourant les visions les plus dérangeantes maintenaient une hiérarchie de secrets à l'intérieur même de la communauté prophétique, certaines révélations jugées trop corrosives pour être partagées même entre ceux qui partageaient la malédiction de la prescience. Talos avait observé, dans un fragment visionnaire, la nature exacte de l'allégeance finale du primarque Kurz, non pas comme trahison calculée, mais comme acceptation glaciale d'un rôle prophétiquement assigné que toute résistance ne ferait que confirmer davantage. Cette vision documentait le moment précis où Kurz cesserait de lutter contre ses prédictions et commencerait simplement à les accomplir avec la précision d'un acteur récitant un texte mémorisé, abandonnant toute prétention au libre arbitre en faveur d'une performance consciente du script cosmique. La connaissance de cette capitulation future du primarque transformait rétroactivement chaque ordre actuel reçu de lui en élément d'une trajectoire vers l'apostasie que même le commandement suprême ne pouvait dévier. Révéler cette vision aurait déclenché une purge inquisitoriale de toute la 8e Légion pour contamination hérétique anticipée, créant un paradoxe où la tentative de prévenir la trahison accomplirait exactement les conditions menant à la condamnation prophétisée. Talos maintenait donc un silence qui le transformait en complice conscient de futurs crimes contre l'Imperium, portant une culpabilité anticipée pour des actes non encore commis mais déjà certains selon l'architecture temporelle observable. Les tentatives d'identifier les limites de la résolution prophétique avaient conduit à une série d'expériences informelles où Talos testait si les visions capturaient les détails au niveau quantique ou s'il existait un seuil de granularité en dessous duquel les événements demeuraient indéterminés. Il avait découvert que les visions incluaient des détails microscopiques comme les patterns de fractures précis dans les composants d'armure endommagés, les configurations moléculaires de résidus de combustion, les séquences exactes de mutations cellulaires dans les tissus exposés aux radiations, toutes prédites avec une exactitude qui suggérait que la prescience pénétrait jusqu'au niveau subatomique de la réalité. Cette découverte éliminait toute possibilité que l'indétermination quantique puisse fournir une zone de liberté causale, authentique, démontrant que même les événements théoriquement probabilistes au niveau quantique
suivaient en réalité des trajectoires fixées que la conscience prophétique pouvait observer directement. L'univers ne contenait apparemment aucune strate d'organisation, du cosmologique au subatomique, où la contingence authentique pouvait exister. Cette réalisation avait des implications qui s'étendaient au-delà de la physique vers la théologie, suggérant que même les prières et les interventions divines ne pouvaient altérer des futurs déjà fixés jusqu'au niveau des interactions particules individuelles. Le jour où Talos avait reçu la vision de sa propre exécution marquait le terminus connu de sa chronologie personnelle prophétiquement accessible. Les détails de cette mort finale possédaient une clarté qui dépassait toutes les autres visions, comme si la proximité de la fin amplifiait la résolution prophétique, ou comme si l'univers accordait une précision cruelle particulière aux moments terminaux. Il connaissait l'identité de son exécuteur, les paroles exactes qui seraient échangées dans les dernières secondes, la température de l'air dans le corridor où cela surviendrait, la sensation précise de la lame traversant ses organes vitaux et la durée exacte de l'agonie consciente avant que les systèmes biologiques cessent de fonctionner. Cette connaissance transformait chaque jour subséquent en compte à rebours vers un événement fixe, mesurant le temps non comme progression ouverte vers des possibilités multiples, mais comme simple épuisement de l'intervalle séparant le présent d'une conclusion déjà observée. Les autres guerriers vivaient avec la possibilité abstraite de la mort au combat, mais Talos portait la certitude concrète de circonstances spécifiques qui ne pouvaient être évitées, car toute tentative d'évitement était déjà intégrée dans la séquence causale menant à l'accomplissement exact du scénario prévu. Les implications tactiques de connaître sa propre mort créaient des dilemmes opérationnels que le commandement refusait d'adresser formellement. Talos pouvait techniquement entreprendre des missions suicides avec certitude de survie tant que la date prophétisée de sa mort n'était pas atteinte, transformant cette invulnérabilité temporaire en ressource tactique exploitable. Mais cette exploitation reposait sur la même circularité causale qui rendait inutile toute autre forme de connaissance prophétique, car les missions qu'il survivrait étaient là précisément celles que les visions montrèrent déjà qu'il accomplirait, tandis que celles qu'il ne pourrait accomplir n'étaient jamais proposées, car leur proposition elle-même violait la cohérence du futur observé. Le capitaine Sévatar avait tenté une fois d'utiliser cette invulnérabilité prophétique en assignant Talos à une opération de récupération dans une zone irradiée mortelle pour les mortels ordinaires, calculant que sa survie garantie permettrait l'accomplissement d'objectifs autrement impossibles. L'opération avait réussi exactement comme les visions l'avaient montré, mais cette réussite ne démontrait aucun avantage tactique réel, puisque l'opération n'aurait jamais été planifiée autrement, la connaissance de l'invulnérabilité prophétique étant elle-même un élément nécessaire de la chaîne causale aboutissant à l'accomplissement de la mission dans sa forme prédite. La corruption du langage lui-même, sous la pression de la prescience, se manifestait dans l'incapacité croissante de Talos à utiliser des constructions grammaticales exprimant l'incertitude ou la possibilité. Les conditionnels, les subjonctifs, les formulations hypothétiques disparaissaient progressivement de son vocabulaire actif car ils présupposaient une ouverture du futur incompatible avec la certitude prophétique vécue. Il parlait maintenant exclusivement au futur indicatif ou au présent factuel, même lorsque décrivant des événements non encore survenus, une altération linguistique que ses interlocuteurs interprétaient comme arrogance prophétique plutôt que comme symptôme d'une transformation cognitive qui érodait les structures mentales permettant de conceptualiser des alternatives causales. Le Lexicanum Ashur avait documenté cette dégénérescence linguistique chez plusieurs prophètes de longue durée, notant qu'elle corrélait avec une incapacité croissante à formuler des plans tactiques contingents ou à évaluer des scénarios hypothétiques. Les prophètes perdaient progressivement l'accès cognitif au mode conditionnel de pensée lui-même, leur conscience se restructurant autour d'une ontologie purement factuelle où seul l'actuellement certain pouvait être traité mentalement. Cette transformation représentait une forme d'évolution cognitive forcée vers un mode de conscience fondamentalement incompatible avec la prise de décision stratégique ordinaire, expliquant pourquoi les prophètes les plus anciens
finissaient invariablement retirés des rôles de commandement actifs malgré leur valeur prophétique théorique. Les archives personnelles de Konrad Kurz, fragmentaires et cryptiques, contenaient des passages suggérant que le primarque avait développé une théorie selon laquelle la prescience ne constituait pas une malédiction génétique, mais une punition métaphysique pour des crimes non encore commis, le cosmos imposant la connaissance du châtiment futur comme torture anticipatoire pour des transgressions qui n'auraient de sens moral que dans le contexte de leur accomplissement ultérieur. Cette théorisation inversait la causalité morale ordinaire, suggérant que la culpabilité précédait l'acte dans les cas où la prescience rendait l'acte inévitable, transformant les prophètes en criminels rétroactifs punis pour des violations qu'ils n'avaient pas encore commises, mais qu'ils commettraient certainement selon la logique prophétique. Talos avait rejeté cette interprétation comme projection de la psychose du primarque, mais ne pouvait complètement ignorer qu'elle offrait une explication cohérente pour le tourment spécifique que la prescience infligeait, une souffrance qui semblait disproportionnée à toute fonction adaptative que la capacité pourrait servir. Si l'univers était réellement ordonné selon des principes de justice cosmique plutôt que de mécanique aveugle, alors la torture prophétique devait servir un objectif punitif ou correctif, impliquant que ceux qui la subissaient méritaient d'une certaine manière incompréhensible la connaissance de leur propre damnation future. Les protocoles médicaux développés pour gérer les crises prophétiques aiguës documentèrent des états où la conscience perdait complètement son ancrage temporel, basculant entre présent, passé et futur, sans capacité de distinguer quelle strate chronologique elle occupait actuellement. Talos avait observé le prophète Théron pendant l'une de ces crises, hurlant des avertissements concernant des batailles terminées depuis des décennies, tout en pleurant des camarades qui ne mourraient que dans des années. Son esprit, incapable de maintenir la séquence causale qui permettait normalement de différencier mémoire et prédiction. Les sédatifs conventionnels n'offraient aucun soulagement, car la désorientation temporelle persistait même durant l'inconscience chimiquement induite, le sujet continuant à recevoir des impressions prophétiques qu'il ne pouvait plus contextualiser chronologiquement. La seule intervention efficace consistait en lobotomie partielle, ciblant les régions cérébrales responsables de la perception temporelle séquentielle, procédure qui restaurait une forme de stabilité au prix de transformer le prophète en archive vivante incapable de narrativiser ses visions en séquences cohérentes. Théron avait survécu à l'intervention, mais existait désormais dans un présent éternel, où toutes ces visions coexistaient simultanément sans ordre chronologique, capable de rapporter des fragments prophétiques sur demande, mais incapable d'expliquer leurs relations temporelles les uns aux autres ou au moment présent. Cette condition représentait le terminus médical de la dégradation prophétique, un état pire que la mort, car la conscience persistait sans la structure temporelle qui rendait normalement l'expérience cohérente. La tentative d'utiliser les visions pour planifier l'évacuation d'avant-poste secundus avait révélé que même lorsque la préscience semblait offrir une opportunité claire de sauver des vies, la structure causale contenait des contraintes cachées qui transformaient l'apparente opportunité en piège moral. Talos avait vu l'avant-poste détruit par une incursion Xénos exactement 83 heures avant que l'événement ne survienne, vision qui incluait le timing précis de l'attaque et les routes d'évacuation qui permettraient de sauver la garnison mortelle. Il avait transmis l'avertissement au commandant de l'avant-poste avec détails complets, mais les visions subséquentes révélaient que l'évacuation elle-même déclencherait une séquence d'événements aboutissant à la mort des évacués dans un transport détruit par une embuscade qu'ils n'auraient jamais rencontrée s'ils étaient restés à l'avant-poste où seuls quelques-uns périraient dans l'assaut initial. L'intervention prophétique ne sauvait donc personne, mais redistribuait simplement les morts selon une géométrie différente, remplaçant des victimes de l'attaque Xénos par des victimes de l'embuscade de transport. Cette découverte démontrait que les visions ne montraient pas seulement les événements isolés, mais l'ensemble du réseau causal s'étendant à partir de chaque point de décision, et que tenter d'optimiser un résultat local déclenchait invariablement des compensations ailleurs dans le système qui préservait l'équilibre total des pertes prédites. Le conclave des prophètes, convoqué par le capitaine Malcharion, visait à établir si l'accumulation collective de visions prophétiques pourrait révéler des points de bifurcation authentiques
où des interventions stratégiques majeures pourraient altérer des trajectoires futures. Les 13 prophètes réunis avaient au passé 40 jours à assembler leurs visions en cartographie unifiée couvrant les 3 décennies suivantes, identifiant des patterns, testant des hypothèses sur les relations causales, cherchant des zones de flexibilité où les futurs observés semblaient diverger entre différentes visions. Le résultat était une découverte dévastatrice pour la morale collective. Non seulement aucun point de bifurcation authentique n'existait, mais les apparentes divergences entre visions provenaient simplement de différences de perspectives observationnelles sur le même futur unique. Lorsque 2 prophètes voyaient des résultats apparemment incompatibles pour le même événement, un examen détaillé révélait invariablement qu'ils observaient des aspects différents d'un événement complexe ou des moments séparés dans une séquence continue que leurs visions fragmentaient différemment. L'assemblage complet démontrait une cohérence terrifiante où chaque fragment s'intégrait parfaitement dans une structure temporelle unique, sans contradictions internes, prouvant que l'univers ne contenait aucune zone d'indétermination réelle où les choix humains pourraient façonner des résultats alternatifs. Le conclave s'était dissous sans recommandation formelle, plusieurs participants développant immédiatement des symptômes de dissociation cognitive sévères, nécessitant intervention psychiatrique. Les effets sur la loyauté institutionnelle commençaient à manifester des patterns que l'Inquisition aurait classés comme précurseurs d'apostasie collective si elle avait eu accès aux données complètes. Les prophètes de la 8e développaient une allégeance primaire, non à l'impérium ou au primarque, mais à la structure causale elle-même, cette architecture invisible de nécessité qui dictait chaque événement indépendamment des volontés mortelles ou divines. Talos reconnaissait en lui-même cette réorientation fondamentale de loyauté, un transfert progressif de dévotion depuis les institutions humaines vers les lois cosmiques qui gouvernaient ces institutions avec indifférence absolue. Cette transition ne constituait pas une trahison consciente, mais une adaptation cognitive inévitable à la réalité prophétiquement révélée, ou maintenir une loyauté émotionnelle à des entités qui ne possédaient aucun pouvoir réel d'altérer les destins devenait psychologiquement insoutenable. L'allégeance se déplaçait vers ce qui était réellement souverain, non l'empereur sur son trône, mais la mécanique temporelle qui dictait même les actions de l'empereur, selon des principes que personne ne pouvait violer. Cette transformation idéologique demeurait largement non articulée, car le vocabulaire pour l'exprimer n'existait pas dans la doctrine impériale, qui assumait que toute souveraineté ultime résidait dans la volonté humaine ou divine, plutôt que dans des lois impersonnelles précédant toute conscience. Le rôle croissant des prophètes dans les rituels de deuil révélait une fonction sociale inattendue de la prescience comme mécanisme de préparation émotionnelle collective. Les compagnies commençaient à consulter Talos avant les opérations majeures, non pour obtenir des avantages tactiques, mais pour identifier à l'avance quel guerrier périrait, permettant aux survivants de commencer le processus de deuil avant la perte effective. Cette pratique transformait les funérailles en confirmation de mort déjà pleurée, plutôt qu'en annonce de perte nouvelle, inversant la séquence émotionnelle normale où le chagrin suivait la découverte. Les guerriers apprenaient à pleurer prophétiquement, développant une forme de deuil anticipatoire qui commençait des semaines ou des mois avant que les camarades ne tombent effectivement au combat. Talos servait de prêtre funéraire involontaire dans ses rituels, récitant les détails des morts futures avec la précision clinique d'un historien documentant des événements déjà passés. Cette fonction violait profondément sa conception de ce que signifiait honorer les morts, car elle transformait des individus encore vivants en fantômes sociaux dont les camarades avaient déjà accompli le travail émotionnel de la perte. Les condamnés prophétiquement observaient leurs propres funérailles anticipées, participant à des cérémonies de deuil pour eux-mêmes, créant une inversion temporelle où la commémoration précédait le sacrifice et vidait ce sacrifice de toute surprise ou de toute spontanéité émotionnelle qui aurait pu lui conférer une dignité tragique. Les journaux de méditation du chapelain Ushorak contenaient des passages interrogeant si la prescience constituait une forme de damnation préemptive, où les âmes étaient jugées avant que les actions justifiant le jugement ne soient accomplies. Cette théologie spéculative argumentait que l'observation prophétique d'actes futurs créait une responsabilité morale immédiate,
même en l'absence d'exécution temporelle, transformant les prophètes en pécheurs pour des transgressions qu'ils commettraient inévitablement, mais qu'ils n'avaient techniquement pas encore accomplies. Si un guerrier voyait qu'il trahirait ses frères dans 10 années et ne pouvait empêcher cette trahison, portait-il déjà la culpabilité du traître ou demeurait-il innocent jusqu'à l'accomplissement effectif de l'acte prédit? Ushorak penchait vers la culpabilité immédiate, argumentant que la certitude prophétique transformait le futur en forme de présent moral, où les conséquences éthiques s'appliquaient indépendamment de la chronologie physique. Cette position impliquait que Talos et tous les prophètes portaient déjà le poids moral complet de chaque crime, atrocité et trahison qu'ils observaient dans leur vision future, accumulant une dette karmique massive pour des actes non encore commis, mais aussi certains que les événements historiques. Le chapelain avait proposé des rites de pénitence préemptive, des confessions pour péchés futurs, des expiations anticipées, qui pourraient alléger la charge morale avant que les actes eux-mêmes ne surviennent dans le temps objectif. Talos avait décliné de participer à ces rituels, car il présupposait une théologie où la contrition possédait une valeur indépendante de toute capacité à modifier le comportement futur, une position qu'il ne pouvait accepter sans abandonner complètement toute notion cohérente de responsabilité morale. La désintégration progressive des mécanismes neurochimiques régulant l'espoir constituait un effet secondaire de la prescience que les apothicaires ne pouvaient traiter pharmacologiquement, car il ne résultait pas d'un déséquilibre biochimique mais d'une adaptation rationnelle à des données empiriques. L'espoir exigeait par définition l'incertitude concernant les résultats futurs, une ouverture cognitive vers des possibilités alternatives qui permettaient de maintenir l'orientation motivationnelle vers des objectifs désirables. La certitude prophétique éliminait cette incertitude fondatrice, et avec elle, la structure psychologique permettant d'espérer authentiquement plutôt que de simplement attendre l'accomplissement de ce qui était déjà connu. Talos observait en lui-même l'extinction graduelle de toute capacité à désirer des résultats autres que ceux prophétiquement établis, non par acceptation philosophique, mais par impossibilité cognitive, de maintenir une orientation émotionnelle vers des futurs qui ne surviendraient définitivement pas. Cette condition produisait une forme d'anédonie spécifique, où les plaisirs anticipés perdèrent leur valeur motivationnelle, car l'anticipation elle-même cessait d'exister comme état mental distinct de la mémoire, les événements futurs possédant déjà le statut cognitif d'expériences passées avant même leur occurrence dans le temps linéaire. Les tentatives du Tekmarine Halthaus d'isoler les mécanismes biophysiques de la réception prophétique avaient conduit à la découverte que les visions ne transitaient pas par les voies sensorielles normales, mais s'inscrivaient directement dans les structures mémorielles, comme si elles étaient déjà survenues. Les scans neurologiques pendant les épisodes prophétiques montraient une activation des cortex associatifs identique à celle observée durant le rappel mémoriel, plutôt que durant la perception sensorielle nouvelle, suggérant que le cerveau ne recevait pas d'informations sur le futur, mais accédait à des souvenirs d'événements qui, d'un point de vue atemporel, étaient déjà accomplis. Cette découverte supportait une ontologie où le temps linéaire constituait une illusion, produite par les limitations perceptuelles de la conscience mortelle. L'univers existant, réellement, comme totalité simultanée, ou passé, présent et futur, coexistait dans une structure fixe que certains cerveaux modifiés génétiquement pouvaient partiellement percevoir dans sa complétude. Halthaus avait proposé que si cette théorie était correcte, alors le libre arbitre n'avait jamais existé pour aucune conscience dans aucun état, la capacité prophétique ne révélant rien de nouveau sur la nature du cosmos, mais simplement rendant visible une détermination qui avait toujours gouverné tous les événements, sans que les non-prophètes ne l'aperçoivent directement. Le transfert à la première compagnie avait exposé Talos à une densité de prophètes suffisante pour que leurs interactions créent des effets de résonance, où les visions individuelles s'amplifiaient mutuellement en patterns collectifs. 3 prophètes conversant ensemble déclenchaient parfois des synchronisations, où tous recevaient simultanément des visions identiques d'événements futurs, comme si la proximité de conscience prophétiquement active
abaissait la résistance temporelle, permettant aux impressions futures de pénétrer le présent. Ces épisodes collectifs produisaient une certitude partagée qui dépassait même la confiance que les prophètes accordaient normalement à leurs visions individuelles, créant un consensus empirique sur des futurs qui ne pouvaient plus être rationalisés comme hallucinations subjectives ou extrapolations erronées. La réalité objective du déterminisme temporel devenait incontestable lorsque 6 guerriers différents observaient simultanément les mêmes détails d'événements non encore survenus, validant par convergence indépendante que les visions accédaient à une structure informationnelle externe plutôt que de générer des fantasmes internes. Cette validation collective éliminait la dernière échappatoire psychologique où les prophètes auraient pu se convaincre que leurs visions constituaient peut-être des pathologies perceptuelles, plutôt que des fenêtres authentiques vers un futur fixé. Les modifications comportementales subtiles que Talos développait pour naviguer l'existence prophétiquement transparente incluaient l'évitement systématique de toute promesse ou engagement concernant le futur lointain, car il savait avec certitude lesquels il tiendrait et lesquels des circonstances indépendantes de sa volonté rendraient impossibles à honorer. Cette précaution créait une réputation de réticence émotionnelle ou de détachement calculateur chez ses frères qui ignoraient qu'il refusait simplement de performer des rituels sociaux de promesses dont il connaissait d'avance l'accomplissement ou la violation. De même, il évitait les spéculations tactiques sur des campagnes futures, car participer à ces discussions, tout en connaissant les résultats réels, créait une duplicité qu'il trouvait insupportable, forçant soit le mensonge par omission, soit la révélation d'informations prophétiques qui démoliraient le moral. La navigation de ces contraintes sociales transformait chaque interaction en exercice de dissimulation soigneusement calibré, cachant non des opinions ou des émotions, mais des connaissances factuelles dont la révélation détruirait la capacité de ses interlocuteurs à maintenir les fictions psychologiques nécessaires au fonctionnement martial ordinaire. La question de savoir si communiquer l'étendue totale de la prescience aux autorités impériales supérieures constituait une obligation morale demeurait non résolue dans la conscience de Talos. Les implications stratégiques d'un univers totalement déterminé s'étendaient bien au-delà de la tactique militaire, vers des questions de gouvernance, de théologie politique, de légitimité institutionnelle, qui sous-tendaient l'impérium entier. Si les hauts seigneurs comprenaient pleinement que leurs décisions n'exerçaient aucune influence réelle sur les trajectoires futures déjà fixées, la structure de commandement s'effondrerait sous le poids du nihilisme bureaucratique. Mais maintenir le silence sur cette vérité cosmique constituait une forme de trahison épistémique, cachant aux autorités légitimes une information qui devrait façonner fondamentalement leurs décisions, même si cette information démontrait que ces décisions ne possédaient aucune efficacité causale réelle. Le paradoxe était insoluble. Révéler la vérité détruirait l'ordre impérial, mais cacher la vérité violait les obligations de loyauté qui justifiaient cet ordre. Talos avait choisi le silence par défaut, mais portait cette décision non comme résolution morale, mais comme capitulation pragmatique face à un dilemme éthique que la philosophie impériale n'offrait aucun cadre pour résoudre. Les confessions archivées dans les vaisseaux tombeaux de la Légion révèlent une pathologie collective qui précède toute doctrine formalisée. Chaque guerrier ayant survécu assez longtemps pour être interrogé décrit le même phénomène avec des variations d'amplitude. La vision d'un moment futur, souvent trivial, parfois catastrophique, toujours irrévocable. Un sergent rapporte avoir vu sa propre main trancher la gorge d'un frère d'armes 3 semaines avant l'incident. Chaque détail confirmé jusqu'à l'angle de la lame et la texture du sang sur le métal. Un autre témoigne avoir observé l'effondrement d'une tour de guet pendant 7 nuits consécutives, incapable de déterminer si le rêve précédait l'événement ou si l'événement générait rétroactivement le rêve. Les registres disciplinaires montrent que ces hommes ont tenté d'intervenir, modifier les patrouilles, renforcer les structures, éviter les confrontations, et que chaque tentative a produit exactement la séquence observée, comme si leurs efforts correctifs constituaient eux-mêmes les mécanismes causaux de ce qu'ils cherchaient à prévenir. Le vocabulaire employé dans ces témoignages change après plusieurs années de service. Ce qui était d'abord décrit comme prémonition devient reconnaissance,
puis mémoire inversée, enfin acceptation procédurale. Les scribes impériaux notent que plusieurs guerriers refusent le terme prédiction, lui préférant enregistrement différé ou lecture du passé depuis l'aval. Cette distinction linguistique traduit une transformation cognitive. L'avenir n'est plus ce qui pourrait advenir, mais ce qui a déjà eu lieu dans une temporalité que la conscience linéaire ne peut appréhender. Les confessions les plus anciennes, celles des premiers recrutés sur Nostramo avant l'arrivée du primarque, décrivent ce phénomène comme une malédiction urbaine, transmise par les égouts chimiques et les radiations des manufactures. Les témoignages ultérieurs, post-intégration dans la Légion, abandonnent toute référence environnementale pour traiter la préscience comme condition héréditaire, inscrite dans le génome par des facteurs antérieurs à la naissance. Un apothicaire enregistre que les guerriers nés sur Nostramo possèdent une concentration anormale de neurotransmetteurs associés à la mémoire épisodique dans les régions cérébrales dévolues à la projection temporelle, comme si leur cerveau archivait des événements avant qu'ils ne se produisent organiquement. Cette inversion biochimique explique pourquoi tant d'entre eux rapportent avoir oublié leur propre futur plutôt que de l'avoir vu pour la première fois. Les interrogatoires menés après certaines atrocités révèlent un schéma troublant. Les exécuteurs décrivent leurs actes avec la distance de témoins oculaires, rapportant ce qu'ils ont observé, non ce qu'ils ont accompli. Ils emploient le passé composé, même lorsqu'ils décrivent des massacres qui n'ont pas encore eu lieu, selon les chronologies officielles. Un capitaine justifie l'extermination d'une population civile en déclarant « J'ai vu les cadres brûler pendant 8 mois avant que nous n'atterrissions ». Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas choisi une autre approche, il répond que la question présuppose une liberté qui n'existe pas dans sa chronologie personnelle. Pour lui, la décision n'a jamais été prise, elle a toujours été accomplie. Les registres psychologiques documentent une érosion progressive de la causalité subjective. Les guerriers cessent de percevoir leurs propres actions comme des choix et commencent à les traiter comme des obligations mémorielles, l'exécution de ce qu'ils ont déjà vu achever. Cette dissociation entre volonté et exécution produit ce que les observateurs extérieurs nomment cruauté, mais que les sujets eux-mêmes considèrent comme fidélité archivistique. Ils ne créent pas les atrocités, ils les reproduisent conformément aux souvenirs préalables. Les tentatives de thérapie cognitive échouent uniformément parce qu'elles présupposent que le problème réside dans l'interprétation des visions, alors que les guerriers insistent sur le fait que le problème est ontologique, non perceptuel. Plusieurs témoignages mentionnent des périodes de résistance consciente, des semaines ou des mois passés à tenter d'agir contre ce qui a été vu, suivis d'un effondrement lorsque la réalité confirme la vision avec une précision qui exclut toute coïncidence. Ce moment de rupture, décrit comme l'effacement de la possibilité, marque le passage de la révolte à l'observance. Après cela, les guerriers cessent de chercher des alternatives et commencent à documenter mentalement comment chaque action présente conduit mécaniquement vers la scène déjà enregistrée. Les confessions tardives, celles recueillies peu avant l'exécution ou l'autoterminaison, révèlent une acceptation qui ressemble moins à de la résignation qu'à de la rigueur méthodologique. Les condamnés décrivent leur propre mort avec le détachement de chroniqueurs, rapportant des faits historiques vérifiés. Ils corrigent les erreurs factuelles dans les rapports officiels non par souci de vérité, mais par exactitude mémorielle, comme si la cohérence entre ce qu'ils ont vu et ce qui sera enregistré constituait la seule forme de dignité restante. Les historiens impériaux qui ont tenté de reconstituer la descente de la 8e Légion dans la trahison découvrent que les archives internes suivent une structure temporelle inversée. Les événements les plus récents y sont traités comme des origines, tandis que les fondations de la Légion apparaissent comme des conséquences. Cette inversion n'est pas un défaut d'archivage, mais une logique intrinsèque aux scribes légionnaires, qui enregistraient systématiquement les événements depuis leur conclusion vers leurs prémices. Un registre daté du milieu de la Grande Croisade commence par la phrase « La bataille de Tsagualsa s'est achevée il y a 2 siècles ». Le texte qui suit décrit rétroactivement les décisions stratégiques.
les déploiements, les mutations idéologiques qui ont conduit à cet affrontement, comme si les auteurs reconstituaient un passé à partir d'un futur déjà fixé. Cette méthode produit des chroniques où les causes sont présentées comme des réponses aux effets, où les choix apparaissent comme des ajustements vers un terminus connu d'avance. Les dates elles-mêmes deviennent ambiguës. Un massacre enregistré en 823.M30 porte une annotation marginale indiquant confirmation visuelle obtenue en 809.M30, suggérant que l'événement a été observé 14 ans avant d'être exécuté. Les analystes impériaux qui ont étudié ces documents notent que cette méthode d'archivage rend impossible toute distinction entre planification et prophétie, entre intention et souvenir. Un ordre de bataille peut être rédigé au passé, composé des années avant le déploiement effectif, créant une ambiguïté procédurale où les commandants ne savent plus s'ils élaborent des stratégies ou s'ils obéissent à des souvenirs. Cette confusion temporelle s'intensifie après chaque vision partagée du primarque. Les officiers commencent à rédiger des rapports post-action, avant les engagements, ajustant ensuite les détails mineurs lorsque la réalité confirme la structure générale. Les divergences entre prévision et réalisation sont traitées non comme des erreurs, mais comme des anomalies mémorielles nécessitant correction rétroactive. Un capitaine note dans son journal: la séquence d'exécution observée hier diffère de celle enregistrée il y a 3 mois sur 2 détails tactiques. Investigation requise pour déterminer quelle version constitue le souvenir authentique. Cette approche transforme l'histoire en exercice de vérification, où le présent doit prouver sa conformité au passé futur déjà consigné. Les conséquences opérationnelles de cette chronologie inversée deviennent catastrophiques lorsque des décisions stratégiques sont prises, non en fonction des conditions actuelles, mais en fonction de leur nécessité pour produire un résultat déjà archivé. Une campagne de pacification est lancée non parce que la région représente une menace, mais parce que les registres futurs mentionnent sa destruction, créant une logique autoréalisatrice, où les actions présentes existent uniquement pour justifier les archives ultérieures. Les tentatives de révision doctrinale échouent parce qu'elles présupposent que les décisions stratégiques devraient découler de l'analyse des circonstances, alors que la Légion fonctionne selon un modèle où les circonstances doivent être arrangées pour correspondre aux décisions déjà enregistrées dans le futur. Cette inversion produit ce que les observateurs externes nomment fanatisme, mais que les légionnaires eux-mêmes considèrent comme rigueur historiographique. Ils n'obéissent pas à une idéologie, mais à la cohérence temporelle de leurs propres archives. Les rapports de bataille les plus troublants sont ceux où les pertes sont énumérées avant l'engagement, avec des noms spécifiques et des causes de décès détaillées, comme si les morts avaient été recensés avant d'être tués. Plusieurs commandants impériaux rapportent avoir reçu des condoléances de la 8e Légion pour des pertes qui ne se sont produites que des semaines plus tard, avec une exactitude qui excluait toute spéculation. Cette pratique crée une terreur particulière chez les Alliés. Recevoir une notification de décès avant la bataille transforme chaque engagement en exécution programmée plutôt qu'en affrontement incertain. Les soldats savent qu'ils vont mourir, non parce que l'ennemi est supérieur, mais parce que leur mort a déjà été documentée par des observateurs venus du futur, de leur propre chronologie. Cette certitude détruit toute initiative tactique. Pourquoi manœuvrer si la séquence est déjà fixée? Les registres de désertion montrent que certaines unités alliées refusent le déploiement conjoint après avoir reçu de telles notifications, préférant la cour martiale à la participation à leur propre mort pré-enregistrée. La chronologie inversée atteint son apogée lorsque la Légion commence à considérer l'hérésie d'Horus non comme une rupture future, mais comme une origine rétroactive. Les décisions prises pendant la croisade sont justifiées par leur nécessité pour produire la trahison, comme si la loyauté initiale n'avait existé que pour rendre la défection plus complète. Un officier écrit: « Nous avons servi l'Imperium pendant 83 ans, afin que notre trahison puisse être mesurée avec précision.
Cette phrase révèle la transformation finale. La fidélité devient une étape procédurale vers l'apostasie. Et l'apostasie elle-même n'est pas une décision, mais la réalisation d'un schéma temporel observé depuis toujours. Les procès menés après certaines atrocités de la 8e Légion révèlent un phénomène judiciaire sans précédent. Les accusés refusent systématiquement de plaider, non par défiance, mais par cohérence ontologique avec leur compréhension du temps. Les transcriptions montrent que lorsqu'on leur demande de justifier leurs actes, ils répondent que la question présuppose une liberté qui n'existe pas dans leur expérience vécue. Un capitaine interrogé sur l'extermination d'une colonie civile déclare « Je ne peux pas défendre ce que je n'ai pas choisi ». Lorsque le juge insiste sur le fait qu'il a physiquement exécuté les ordres, le capitaine répond « L'exécution n'est pas un choix, c'est une confirmation ». Cette distinction sémantique paralyse les tribunaux impériaux, qui fonctionnent selon un modèle juridique fondé sur l'intention et la volonté, concept que les accusés rejettent comme linguistiquement inadéquat pour décrire leur expérience temporelle. Les juges tentent d'établir la préméditation en démontrant que les actes ont été planifiés, mais les accusés rétorquent que la planification implique l'élaboration d'un futur incertain, alors qu'eux ont simplement préparé l'exécution de ce qu'ils avaient déjà vu accompli. Un sergent déclare « On ne prémédite pas un souvenir, on le prépare ». Cette reformulation rend impossible l'application des catégories juridiques standards, car elle transforme chaque crime en acte de fidélité mémorielle plutôt qu'en transgression morale. Les inquisiteurs qui assistent à ces procès notent que les accusés ne manifestent ni remords ni justification, émotions qui présupposent toutes deux une relation causale entre décision et conséquence que leur chronologie inversée ne permet pas. Ils décrivent leurs actes avec le détachement de témoins oculaires rapportant ce qu'ils ont observé, même lorsqu'ils sont eux-mêmes les exécutants. Un officier interrogé sur le massacre d'une population entière corrige les inexactitudes factuelles du rapport d'accusation, non pour se défendre, mais pour restaurer la précision du registre historique, comme si l'exactitude archivistique constituait une obligation supérieure à la défense personnelle. Lorsqu'on lui demande s'il comprend la gravité de ces actes, il répond « Je comprends qu'ils ont eu lieu ». Cette phrase, répétée dans des dizaines de transcriptions différentes, devient un motif jurisprudentiel. Les accusés ne contestent pas les faits, mais la structure temporelle que les tribunaux imposent à ces faits. Les tentatives de condamnation morale échouent parce qu'elles présupposent que les accusés considèrent leurs actes comme répréhensibles, alors qu'ils les traitent comme inévitables. Un inquisiteur note avec frustration. Ils ne se considèrent pas innocents, mais ils refusent d'être coupables, comme si ces catégories n'avaient aucun sens dans leur cosmologie personnelle. Les procès révèlent également que plusieurs accusés ont tenté d'alerter les autorités impériales avant de commettre les actes pour lesquels ils sont jugés. Des rapports préventifs décrivant des massacres futurs avec suffisamment de précision pour permettre une intervention. Ces rapports ont été systématiquement ignorés ou classés comme délires prophétiques, ce qui place les tribunaux dans une position juridiquement paradoxale. Condamner des individus qui ont tenté de prévenir les crimes qu'ils ont ensuite commis conformément à leurs propres avertissements. Un capitaine déclare « J'ai signalé l'incident 27 jours avant qu'il ne survienne ». Le refus d'intervention fait partie de la séquence causale. Cette affirmation transforme les juges en complices passifs, une implication que les tribunaux rejettent violemment, mais qu'ils ne peuvent réfuter logiquement. Le silence des accusés devient ainsi une forme de témoignage. En refusant de plaider, cette affirmation transforme les juges en complices passifs, une implication que les tribunaux rejettent violemment, mais qu'ils ne peuvent réfuter logiquement. Le silence des accusés devient ainsi une forme de témoignage. En refusant de plaider, ils obligent les tribunaux à confronter l'inadéquation des catégories juridiques impériales face à une expérience temporelle qui inverse la relation entre intention et action. Les condamnations sont prononcées non parce que la culpabilité a été établie, mais parce que les structures judiciaires exigent une résolution, même si cette résolution ne correspond à aucune réalité vécue par les accusés. Un juge écrit dans son journal « Nous les condamnons non pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils représentent, la dissolution de toute moralité fondée sur le choix. »
Cette phrase reconnaît implicitement que les procès ne jugent pas des actes, mais une cosmologie incompatible avec l'ordre impérial. Les exécutions qui suivent sont traitées par les condamnés avec la même indifférence que leurs crimes. Ils décrivent leur propre mort future au présent, corrigent les erreurs procédurales des bourreaux avant l'exécution et meurent en confirmant verbalement que la séquence s'est déroulée conformément à ce qu'ils avaient enregistré. Un sergent, juste avant son exécution, déclare « La lame entrera 3 centimètres plus bas que prévu, ajustement nécessaire. » Le bourreau, troublé, vérifie et découvre que l'angle initial aurait effectivement manqué l'artère principale. Cette précision post-mortem transforme l'exécution en collaboration involontaire entre condamné et bourreau, comme si même la mort nécessitait la participation active de celui qui l'a subie pour correspondre au souvenir qu'il en a déjà. Les équipes de reconnaissance impériale qui arrivent sur certains mondes pacifiés par la 8e Légion découvrent des structures défensives partiellement détruites avant tout engagement documenté. Les rapports décrivent des fortifications présentant des dommages correspondant exactement aux armes légionnaires, mais dont la construction elle-même semble avoir intégré ces destructions futures dans leur architecture initiale. Un bastion sur Kemeria montre des murs renforcés précisément aux endroits qui n'ont pas été bombardés, comme si les architectes avaient su où concentrer les ressources limitées en anticipant les zones qui resteraient intactes. Les sections effondrées révèlent des structures porteuses volontairement affaiblies, non par sabotage, mais par conception, comme si l'effondrement avait été prévu dès la phase de construction. Les analystes impériaux tentent d'expliquer ce phénomène par l'espionnage ou la corruption, mais les chronologies ne concordent pas. Plusieurs de ces bâtiments ont été érigés des années avant que la 8e Légion ne soit assignée au secteur, et leurs défauts structurels correspondent à des tactiques que la Légion n'avait pas encore développées au moment de la construction. Un ingénieur note « Ils ont construit leur défense en fonction d'une attaque qui n'avait pas encore été planifiée par un ennemi qui ne connaissait pas encore leur existence. » Cette impossibilité causale suggère que l'information temporelle ne circule pas uniquement au sein de la Légion, mais contamine les populations qu'elle va affronter, comme si la proximité future avec les prophètes de Nostramo projetait rétroactivement leur influence dans le passé architectural des mondes condamnés. Les archives civiles confirment cette hypothèse. Les plans de construction originaux mentionnent des ajustements structurels pour conformité avec projection de dommages futurs, phrases qui apparaissent sans contexte dans des documents datant de décennies avant tout contact avec l'Imperium. Plusieurs architectes interrogés avant les sièges déclarent avoir rêvé de la destruction de leurs propres bâtiments et avoir modifié les plans en conséquence, non pour renforcer les structures, mais pour faciliter l'effondrement prévu, comme si résister à la vision constituait une transgression ontologique plus grave que la destruction elle-même. Ce comportement crée des ruines préadaptées à leur propre démolition, où chaque mur, chaque tour, chaque porte existe dans un état de destruction différé, attendant simplement que la temporalité linéaire rattrape ce qui a déjà été accompli dans la chronologie inversée des observateurs prescients. Les défenseurs de ces positions rapportent un phénomène psychologique troublant. En combattant dans des structures conçues pour leur propre effondrement, ils éprouvent une dissociation entre l'action tactique et la conviction stratégique. Un officier de défense déclare « Nous avons tenu le mur nord pendant 3 jours, mais nous savions qu'il allait céder parce que les architectes avaient déjà prévu l'angle d'effondrement. Nous ne défendions pas une position, nous retardions une démolition programmée. » Cette certitude transforme chaque engagement en performance rituelle plutôt qu'en affrontement incertain, les défenseurs exécutant mécaniquement des manœuvres dont ils savent qu'elles mèneront à la défaite exacte que les bâtiments eux-mêmes anticipent. Les tentatives de modification des structures après leur construction échouent systématiquement. Les renforcements ajoutés s'effondrent sous leur propre poids. Les murs reconstruits développent des fissures aux emplacements exacts prévus dans les plans originaux. Les systèmes de défense supplémentaires dysfonctionnent précisément au moment où leur activation aurait dévié la séquence de destruction observée. Un rapport d'ingénierie conclut: toute tentative de corriger les vulnérabilités structurelles
produit de nouvelles vulnérabilités qui restaurent la configuration initiale de faiblesse. Cette impossibilité de réparation révèle que les bâtiments ne sont pas simplement conçus pour s'effondrer, ils existent dans un état de ruine différé où toute intervention présente est absorbée et neutralisée par la finalité déjà inscrite dans leur géométrie fondamentale. Les équipes de démolition post-bataille découvrent que détruire ces structures requiert paradoxalement plus d'efforts que de les démolir pendant le siège. Les explosifs placés selon les plans originaux déclenchent des effondrements totaux en quelques secondes, tandis que les tentatives de démolition ultérieures nécessitent des semaines de travail pour briser des matériaux qui avaient cédé instantanément pendant l'assaut. Cette résistance différentielle suggère que les bâtiments ne possèdent pas une solidité intrinsèque, mais une solidité contextuelle, résistant à toute destruction, qui ne correspond pas à la séquence préobservée, vulnérable uniquement aux attaques qui accomplissent la vision architecturale originale. Les populations civiles qui survivent au siège rapportent avoir vécu dans ces structures avec la conscience permanente de leur effondrement futur, une connaissance qui transforme chaque espace en monument prématuré. Un résident déclare « Nous habitions une ruine qui n'avait pas encore eu lieu, mais dont nous connaissions déjà la forme finale. » Cette cohabitation avec la destruction différée produit une architecture mentale où le présent est vécu comme un intervalle entre la construction et la ruine, toutes deux également réelles, toutes deux également accomplies dans des temporalités différentes mais également contraignantes. Les descendants de ces populations, interrogés des générations après les sièges, décrivent encore les bâtiments reconstruits en référence à leur forme détruite, comme si la version ruinée constituait l'état authentique et la reconstruction une anomalie temporaire destinée à s'effacer. Les derniers fragments récupérés des vaisseaux tombeaux de la 8e Légion révèlent un système d'archivage qui a évolué au-delà de toute fonction documentaire reconnaissable. Les registres ne sont plus organisés chronologiquement ni thématiquement, mais selon une logique de densité causale, où les événements sont classés en fonction du nombre de futurs qu'ils génèrent ou annulent. Un massacre mineur peut occuper des centaines de pages, parce qu'il a déclenché une cascade de conséquences observées sur plusieurs décennies, tandis qu'une bataille majeure est réduite à une phrase si elle n'a produit aucune ramification temporelle significative. Cette méthode transforme l'archive en cartographie des points de bifurcation plutôt qu'en récit historique, chaque entrée documentant non ce qui s'est passé, mais combien de futurs alternatifs ont été éliminés par cet événement spécifique. Les scribes qui ont maintenu ces registres pendant les dernières années de la Légion rapportent avoir cessé de distinguer entre l'écriture et la lecture. Ils décrivent leur travail non comme la transcription d'événements, mais comme l'observation de ce que l'archive va contenir, phrase qui suggère qu'ils considéraient le texte final comme préexistant à leur activité scripturale. Un scribe note « J'ai lu aujourd'hui ce que j'écrirai demain. Les divergences mineures entre les deux versions nécessiteront correction rétrospective. Cette inversion transforme l'acte d'archivage en vérification. Les scribes ne craignent pas le registre mais confirment que leurs actions présentes correspondent au texte qu'ils ont déjà lu dans une version future du même document. Les tentatives de falsification ou de censure échouent systématiquement. Les passages supprimés réapparaissent dans les versions ultérieures, non par restauration physique, mais par réécriture involontaire des scribes suivants, qui reproduisent exactement le texte effacé sans en avoir connaissance. Un administrateur rapporte avoir détruit 3 fois la même page compromettante pour découvrir à chaque fois qu'un scribe différent avait retranscrit le texte identique mot pour mot lors de la révision suivante, comme si le contenu supprimé exerçait une pression ontologique qui le forçait à se réincarner dans l'archive malgré toute tentative d'élimination. Cette permanence textuelle transforme l'archive en entité autoconservante, où le contenu détermine rétroactivement son propre enregistrement, indépendamment de la volonté des archivistes. Les registres tardifs contiennent des annotations dans les marges écrites par des scribes commentant leurs propres entrées futures, créant des dialogues asynchrones où un archiviste répond à des objections qu'il formulera lui-même dans plusieurs mois. Un passage typique
Cette interprétation sera contestée par moi-même le 47.892.M31. La contestation est infondée car elle présuppose une causalité que j'aurais déjà réfutée à cette date. Ces conversations temporelles révèlent que les scribes ont cessé de maintenir une identité unifiée à travers le temps et se traitent eux-mêmes comme des personnes distinctes, séparées par la chronologie, chacune possédant des connaissances que les autres ne peuvent acquérir que rétroactivement. L'archive devient ainsi polyphonique, non parce que plusieurs auteurs y contribuent, mais parce qu'un même auteur existe à plusieurs moments temporels simultanément et dialogue avec ses propres instances futures et passées. Les lecteurs externes qui tentent de consulter ces registres rapportent des symptômes de désorientation temporelle après quelques heures d'exposition. Difficulté à distinguer entre souvenir et anticipation, impression de lire des passages qui n'apparaissent pas physiquement sur les pages, certitude d'avoir déjà lu des sections rencontrées pour la première fois. Un historien impérial déclare « L'archive ne se laisse pas lire passivement. Elle vous impose une chronologie qui contredit votre propre expérience du temps. » Cette infection cognitive suggère que le système d'archivage de la Légion fonctionne comme un vecteur de propagation pour leur mode de perception temporelle inversé, transformant chaque lecteur en observateur prescient involontaire qui commence à documenter ses propres actions futures après quelques jours d'exposition. Les mesures de quarantaine imposées sur ces documents reconnaissent implicitement qu'ils ne contiennent pas simplement de l'information, mais une ontologie contagieuse qui restructure la conscience temporelle de quiconque tente de les déchiffrer. Les dernières entrées, celles rédigées peu avant la dispersion finale de la Légion, abandonnent toute prétention narrative pour devenir purement autoréférentielles. Des pages entières décrivant uniquement les conditions dans lesquelles elles seront écrites, lues et réécrites, comme si l'archive avait atteint un état de conscience récursive où elle n'existe que pour documenter sa propre existence. La phrase finale, reproduite dans la dernière page de chaque vaisseau-tombe récupéré, déclare « Ce texte a été lu avant d'être écrit et sera écrit après avoir été lu, accomplissant ainsi la seule fonction pour laquelle il a été conçu. Démontrer que sa propre existence précède sa création. » Cette conclusion transforme l'archive entière en paradoxe temporel incarné. Un objet qui prouve sa propre impossibilité tout en existant matériellement, forçant quiconque le consulte à accepter que certains événements ne se produisent pas dans le temps, mais génèrent rétroactivement la temporalité qui les contient.